Un loup enragé attaquerait n'importe qui. Aucun animal n'a des crocs de fer. Monsieur, vous vous moquez. Que sais-tu de la bête? Elle va continuer à tuer. C'est la grande question, parce que je me rappelle d'un édito de Mad Movies qui disait comment est-ce possible qu'un film qui fasse 5,5 millions de spectateurs en France et qui connaisse un tel succès à l'étranger n'engendre aucun film, n'engendre rien. S'il y a eu quand même quelques tentatives, hein, on va citer Vidocq, on va citer Belphégor, on va citer Blueberry, mais je pense qu'aucun de ces films n'a été conduit de la manière dont a été conduit le Pacte des loups. C'est pas une appréciation que j'ai sur ces films, mais simplement, voilà, c'est des films qui n'ont pas eu la volonté, entre guillemets, conquérante qu'a eu le Pacte des loups. Le Pacte des loups, c'est un projet, il faut le dire, qui a largement bénéficié de l'implication de Pierre Lescure à l'époque, donc qui était à la tête de Canal+, et Canal+ venait de racheter Universal. Et donc, Canal+ voulait démontrer à Universal qu'on était nous aussi capables de leur envoyer des blockbusters. Que c'était pas seulement nous qui allions distribuer les blockbusters de Universal, mais que on pouvait aussi, nous aussi, leur donner des films qui fonctionnent. D'ailleurs, c'est Universal qui a sorti le Pacte des loups aux États-Unis, et ça s'est très très bien passé. Donc, il y avait une volonté conquérante. C'est formidable, c'était Pierre Lescure, par ailleurs, est un homme extraordinaire, mais voilà, il y avait une volonté d'entreprise, il y avait une vision, et c'est aussi pour ça que le film a été fait et a fonctionné. Parce que c'était un objet qui était censé percuter, pas seulement l'industrie du cinéma français, mais également percuter, quelque part, aussi le cinéma américain. Leur démontrer, un peu à la façon du cinéma de Hong Kong, qu'on était nous aussi capables de leur envoyer un spectacle qui n'était pas dans les clous de ce qu'eux faisaient, ou de ce qu'ils savaient faire. Moi, c'est vrai que très longtemps, quand on me disait « mais explique-moi que ça va être comment le Pacte des loups ?» Je disais bah, « tu vois, il était une fois en Chine, le Tsui Hark, et ben, ça va être il était une fois en France. » Parce que pour moi, il était une fois en Chine, c'était l'exemple parfait d'un film qui utilise une histoire locale, Wu-Fei-Hong, le mouvement des boxeurs, la colonisation par les Britanniques, etc., pour en produire un spectacle du samedi soir, un film d'aventure, exotique, étonnant. C'est exactement ce qu'on a cherché à faire avec le Pacte des loups. Et on n'a pas cherché à faire plus que ça. On a simplement dit, on va vendre la France, on va vendre l'histoire française, mais on va y mettre tous les ingrédients pour que le public international aime ce film, aille le voir et passe un bon moment. Exactement comme Était une fois en Chine, quand on regarde ce film, quand quelqu'un qui n'est pas informé du cinéma de Hong Kong, il peut regarder Une fois en Chine et être étonné par tous les costumes, les couleurs, les sensations, les atmosphères, etc. Ben, c'est exactement ce qu'on a cherché à faire avec le Pacte des loups. On a cherché à rendre la France exotique. Alors, le scénario était fantastique, hein, je tiens à le dire. D'ailleurs, ça me fait plaisir aujourd'hui parce qu'à l'époque, les gens ont surtout parlé de l'aspect événementiel du film et puis de son côté bizarroïde, c'est-à-dire métissé, on va dire. Hein, c'est-à-dire du fait qu'il y avait des scènes d'arts martiaux dans le film, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la base, c'est un très bon scénario, c'est une bonne histoire. C'est-à-dire que, et je le dis d'une façon d'autant plus confortable, que c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Stéphane, sous la supervision de François Cognard, qui est un de mes grands amis avec qui j'avais fondé Starflix, et qui était à l'époque à la tête de Canal+ Écriture, qui a donc aidé Stéphane à aboutir ce script vraiment véritablement étonnant. Et je me rappelle avoir lu le script en une soirée, et avoir répondu le lendemain en disant « je le fais, je vais le faire ». D'abord parce que je connaissais bien l'histoire de la bête du Gévaudan, et d'autre part, quand j'ai lu le script, j'y ai vu tout le potentiel, en fait, pas tant le potentiel, je dirais, commercial, mais le potentiel de pouvoir enfin déjà donner un descendant à un immense succès de l'histoire du cinéma français, mais qui était resté sans descendance, qui est Angélique Marquise des Anges. Donc le film a été fait véritablement comme le lointain petit-fils d'Angélique Marquise des Anges, c'est-à-dire un film qu'on appelle pot-au-feu, dans lequel on met tout,
parce que si vous regardez Angélique Marquise des Anges, il y a quoi? Il y a des conspirations, des passages secrets, des messes noires, des scènes bizarres, des combats de catch, ce qui est complètement anachronique. Il y a tout. Mais c'est le cinéma du samedi soir des années 60. Et moi, j'ai découvert Angélique à la télé, et c'était un plaisir incroyable. Le plaisir du feuilleton, le plaisir du feuilleton français, quoi, où on met tout dedans. Voilà, on bourre tout avec tout ce que les gens aiment. Ben, c'est pareil, je me disais, avec le Pacte des loups, je peux faire ça. D'autre part, quand j'ai lu le script du Pacte des loups, il y a quelque chose qui me manquait, qui était mon ancrage à moi. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut que je trouve un angle d'entrée dans le film. Et il y avait un personnage qui n'était pas développé dans le script de Stéphane Cabel, qui était un porteur de valise, d'origine indienne, qui accompagnait le personnage principal, donc Grégoire de Fronsac, joué par Samuel Le Bihan dans le film. Il y avait un personnage d'Indien qui était avec lui, qui parlait peu, et qui était la preuve qu'il était allé aux Amériques et qu'il avait participé aux guerres indiennes là-bas. Et voilà. Et moi j'ai dit, ce personnage-là, ça va être mon point d'entrée dans le film. C'est-à-dire, j'ai donc travaillé avec Stéphane, on a grossi le personnage, j'en ai fait cette espèce de chaman messianique qui est porteur de toutes les valeurs auxquelles je crois, c'est-à-dire des valeurs évidemment antiracistes, mais également les valeurs de préservation de la nature, de la cause animale et tout ça, parce que ça, c'est des choses qui sont très fortes en moi, et qui étaient très fortes à l'époque, déjà, en moi. Donc j'ai fait de ce personnage le chevalier ultime. Je me suis dit, voilà, c'est un film de chevalerie, et ce mec-là, c'est le chevalier. Et il est apparemment le serviteur d'un type, qui est un brillant libertin, scientifique, etc., et qui va à un moment donné, de par la perte de son copain, devenir en partie ce qu'était son copain. Donc le transfert qui se passe, c'était quelque chose qui était travaillé, et qui faisait référence au vieux film de la Shaw Brothers, réalisé par Chang-Chi, notamment La Rage du Tigre, où il y avait toujours ce jeu sur deux acteurs, qui étaient généralement à l'époque David Chiang et Thi Lung, et il y en avait toujours un qui mourait, et le deuxième, quelque part, devenait une partie de son ami mort pour affronter les méchants. Donc ça c'était réellement ma façon, le substrat avec lequel je lisais le script de Stéphane Cabel. Mais j'ai fait attention de ne pas altérer le script de Stéphane Cabel, et surtout d'amoindrir ses qualités, c'était un bon film à la Sherlock Holmes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une intrigue, il y a plein de personnages, qui est coupable, et puis on commence à avoir des soupçons, et puis les preuves commencent à s'accumuler, etc. Ça, c'est vachement bien conduit, et ça, c'est entièrement l'œuvre de Stéphane. Le fait que cette espèce de chien des Baskerville à la française, ça c'était vraiment là, mais simplement, moi, j'ai mis par en dessous toute ma culture, en fait, du cinéma asiatique, des films de samouraï, des wuxia-pian, c'est-à-dire les films de chevalerie chinois, le manga, la japanime, le jeu vidéo. Alors là, j'ai tout bourré dedans, et je pense que si le film a fonctionné, c'est à cause de tout ça. Je crois qu'il y en avait pour tout le monde, quoi. Je crois qu'un gamin qui allait voir le Pacte des loups à l'époque ne le voyait pas comme son grand-père, qui lui allait voir l'histoire de la bête du Gévaudan. Et le gamin, lui, voyait les références à Soul Calibur, au dessin animé japonais, etc. Je pense que chacun avait un angle pour le voir, quoi. Ce qui en fait un objet assez curieux à l'époque. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est resté finalement un film un peu seul, un peu unique. C'est parce que je crois que simplement, cette culture-là, c'est pas la culture générale. D'ailleurs, j'aime bien me dire que la culture des jeux vidéo, la culture de la japanime, elle garde sa part de contre-culture. C'est-à-dire elle garde sa part de culture de bastion. D'ailleurs, les fans de jeux vidéo n'accordent que très rarement leur confiance ou leur admiration à un film tiré d'un jeu vidéo, très rarement. Et quelque part, je dirais, ils ont raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, quoi. C'est-à-dire que moi, je sais que de par ma culture, de par la façon dont j'ai pu absorber comme une éponge tous ces trucs, j'essaye toujours de trouver le moment où on peut faire merger on peut créer une symbiose entre différents moyens d'expression. Et j'essaye jamais de mettre le cinéma au-dessus des autres. C'est-à-dire que quand je travaille une adaptation de manga, ou que je fais une adaptation de jeu vidéo, ou que je fais un film pot-au-feu comme celui-là, j'essaye toujours de trouver le point de convergence, le point de connivence, mais sans chercher à faire en sorte que le cinéma devienne prépondérant. C'est l'erreur que font la plupart des gens qui adaptent
des jeux vidéo ou des bandes dessinées ou des choses comme ça, c'est qu'ils essayent un peu quelque part d'écraser le médium original par le médium cinéma, comme si le cinéma était supérieur au reste, ce qui n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça a été vrai à une certaine époque, ce n'est plus. Je veux dire, le cinéma n'est pas mieux que les jeux vidéo aujourd'hui. Je suis désolé, l'actualité des jeux vidéo est aussi importante, aussi profonde, aussi étonnante que celle du cinéma. Parce que le cinéma aussi a perdu un peu de sa superbe. Il a descendu un peu. Je veux dire, aujourd'hui, les grands mouvements dramaturgiques, on les trouve plutôt dans les séries télé, par exemple. On ne les trouve pas au cinéma. Les grands mouvements esthétiques, aujourd'hui, on les trouve plutôt dans les jeux vidéo, plutôt qu'au cinéma. Faut être réaliste. Moi, je suis à la base un cinéphile, mais je vois très bien ce qui se passe. Je suis pas coincé, genre, ah, non, c'est pas vrai, le cinéma, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vois des choses bien meilleures dans le jeu vidéo qu'au cinéma. Je sais pas, quand j'ai joué à Last of Us Partout, je me suis dit, quel est le film récemment qui m'a donné ça, quoi ? Aucun. C'est vrai, aucun. Il n'y a aucun film de la puissance. C'est pour ça que j'attends la série, là, avec une certaine fébrilité, parce que je me dis, oh, ils vont adapter ça, incroyable. Bon, voilà, parce que voilà un jeu vidéo qui est d'abord une extraordinaire histoire et dans lequel le point de vue moral est constamment en train de bouger. Ça fait la puissance du truc. Moi, je vois pas beaucoup de films où mon point de vue moral est en évolution. Hein. Moi, je vois des films, généralement, je débranche ma tête, je regarde, ouais, bon... des grands films, il y en a... Voilà, récemment, oui, il y a de temps à autre un ovni extraordinaire, je pense à Freaks Out, récemment, qui est un film qui m'a bouleversé, mais bon, voilà, mais dans lequel, constamment, on essaye de définir sa propre position par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette bande de freaks, là, qui part comme ça à l'aventure dans une Italie occupée par les nazis, bon... Voilà, ça c'est un film qui est vraiment étonnant, mais sinon, la plupart du temps, les trucs que je vois au cinéma, oui, c'est divertissant, mais ça n'a pas la puissance, je dis bien, de certains jeux vidéo. Alors là, ça aussi, ça serait malvenu de ma part de dire, oui, bien sûr, je savais. Non, je savais rien du tout. Ce que je veux dire, c'est que j'ai tenté quelque chose. Je pense que ce qui a permis au film de tenir, c'est en fait son métissage. En fait, les choses qu'on a reprochées à ce film à l'époque, c'est-à-dire son goût du métissage, c'est finalement ce qui a emporté le morceau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus communément accepté que des éléments asiatiques viennent contaminer, entre guillemets, le cinéma occidental. Je prends John Wick, par exemple, je peux prendre un bon exemple. Voilà. Aujourd'hui, c'est communément accepté. Quand le film est sorti, c'était pas du tout le cas. Alors, dans le cinéma français, encore plus, alors là, c'était un truc bizarroïde. Mais j'étais le mec qui avait fait Crying Freeman. Donc les gens... D'ailleurs, je pense que le succès plutôt sympatoche de Crying Freeman a largement pavé la voie au Pacte des loups. Aujourd'hui, on le sait. C'est-à-dire que les gens sont allés voir le Pacte des loups parce qu'il y avait à nouveau Marc Dacascos qui était un mec qu'ils avaient découvert avec Crying Freeman. Et puis aussi, il y a plein de gens qui sont allés voir le Pacte des loups en sachant mon amour pour... le cinéma d'arts martiaux, etc., etc. Donc, quelque part, oui, ça a été une surprise, parfois d'ailleurs dérangeante pour certaines personnes, mais pour plein d'autres, ça n'a pas été une surprise dérangeante. Au contraire, c'était « Ah, ça y est, il y en a un qui fout des coups de pied dans la fourmilière ». Donc, je crois aussi que le métissage étrange que constituait le Pacte des loups est en fait ce qui lui a permis de tenir le choc. Quelque part, c'est son impureté, en fait. Qui a finalement, aujourd'hui, qu'on peut dire, été moderniste. C'est pas sa pureté. Généralement, on considère qu'on essaye de trouver dans les films l'élément pur. Mais en fait, c'est les impuretés de ce film qui ont fait sa réputation. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai pu beaucoup voyager à travers le monde et le film est connu vraiment partout. Et chaque fois, je me suis rendu compte que les gens me parlent ou aiment ce film à cause des éléments qui ont été les plus critiqués en France. Je prends deux éléments en particulier. La séquence où Monica Bellucci devient une montagne enneigée, c'est un plan qui m'est reproché tous les jours. Okay. Tous les jours, on m'a dit il faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est du mauvais goût. Et chaque fois que je rencontre quelqu'un à l'étranger, la première chose qu'il dit, il dit le plan de Monica Bellucci qui devient une montagne. Et il y a d'autres choses comme ça qui sont... Il y a par exemple le fait qu'à la fin, le personnage de Vincent Cassel utilise une épée étrange qui est tirée d'un jeu vidéo qui s'appelle Soul Calibur.
Et ça m'est constamment reproché, y compris d'ailleurs par des fans de jeux vidéo en France. Vraiment, c'est pourquoi il a fait ça, c'est vraiment nul, machin, etc. Quand je suis allé en Corée, j'ai fait une masterclass là-bas avec Bong Joon-ho. Et l'après-midi de cette masterclass, je suis allé donner une petite conférence dans une école de cinéma en Corée, à Séoul. Et ben les mecs, ils m'ont dit « Ah, l'épée de Vincent Cassel dans le truc ». C'est-à-dire que je me dis, c'est là où on rentre dans un paradoxe absolu. C'est-à-dire que je pense que les gens à l'étranger, ils ont vu le plaisir que j'ai eu à faire ça. Le plaisir enfantin, je le reconnais bien volontiers. Le plaisir enfantin que j'ai eu de m'amuser à mettre des éléments comme ça, un peu hétérogènes, et d'essayer de créer quelque chose. Mais en France, c'est ce qu'on m'a reproché. Ça fait 20 ans qu'on me reproche ça. Ça fait 20 ans qu'on me dit « Ah non, c'est pas possible », etc. Alors, curieusement, depuis la restauration du film, je m'aperçois que les gens viennent beaucoup plus... comment dirais-je, équitable sur le film. C'est-à-dire que l'aspect événementiel un peu bizarre, la grande question, est-ce que ce genre de film doit être fait en France ou pas? Est-ce que ça ne va pas amoindrir l'originalité du cinéma français? Le genre de débat qu'on a eu en 2001. C'est plus le cas aujourd'hui. Les gens plutôt, aujourd'hui, quand ils parlent du film, enfin, ils me parlent de l'intrigue, ils me parlent du côté idéologique du film. Notamment, plein de gens m'ont posé des questions sur la cause animale. Bon, ça, c'est vraiment dans le film, j'y tiens. La fin avec la bête qui lèche la main du type qui va la battre. Voilà, c'est des trucs... ok, oui, j'ai fait des plans, j'ai travaillé ces plans pour qu'ils soient émouvants et tout ça. Enfin, on me parle de ça. 20 ans après, quoi. 20 ans après, on me dit « Ah, ça c'est bien, c'est sympa ». Mais c'est généralement des gens de 20 ans qui n'avaient pas vu le film qui viennent me dire ça. Donc je me dis, bon, le film a bien tenu le choc parce qu'il est quand même assez étrange. Et les gens aujourd'hui, ils aiment bien des films qui ressemblent à des prototypes, on va dire les choses comme ça. Et d'autre part, il y a des thèmes qui étaient finalement à l'époque, qui ont été un peu mis sous le tapis, qui aujourd'hui font que, les gens me disent « Ah, c'est bien ». Le personnage d'Indien est cool, et puis la façon dont il s'oppose au radicalisme de cette espèce de groupe de nobles là, qui cherchent à maintenir la pression grâce à la peur et tout. Ouais, c'était là depuis le départ. Mais simplement, les gens ne voulaient pas voir ça. Ils voulaient « Ah, est-ce qu'on a le droit de faire un film de kung-fu dans le Gers ?» Bah ouais. Si on y trouve du plaisir, ouais, on a le droit de tout. Hein. On est je sais pas, aux dernières nouvelles, on est en démocratie, on fait ce qu'on veut. Mais c'est là où je pense que l'influence de Craig Freeman, aujourd'hui je le mesure parce qu'il y avait une espèce de... Je vais raconter une anecdote qui est étonnante, c'est que quand j'ai fait Crying Freeman, au départ le film devait être fait avec Brandon Lee, puis Brandon Lee est mort, tragiquement. Ensuite je devais faire le film avec Jason Scott Lee, et puis Jason Scott Lee a été retenu pour une question de contrat avec Universal. C'était... Voilà. Donc, et puis finalement j'ai fait Crying Freeman avec Mark Dacascos, qui était un acteur totalement inconnu, qui jouait des séries Z à l'époque. Et les gens, pendant un moment... D'abord, les gens ont commencé par couper par 3 le budget qui était normalement le budget de Crying Freeman, parce qu'ils disaient, avec Mark Dacascos, c'est un straight-to-video. Voilà. Donc le film s'est retrouvé avec un tout petit budget, on s'est battu pour faire le film correctement. Bon, j'ai réécrit le film, j'ai enlevé certaines scènes qui étaient trop chères, etc., etc. Mais bon, le film a pu exister et tout. Puis le film a eu du succès, un bon petit succès. Que tout le monde a trouvé sympathique d'ailleurs. Tout le monde venait me taper sur l'épaule. Ah, super, t'es allé faire ton film de Yakuza dans les forêts du Canada, génial. Ça c'est du cinéma sympa. Voilà, donc tout le monde était content avec Craig Freeman. Et quand il y a eu la grande réunion sur le casting du Pacte des Loups, tous les gens autour de la table me disent « Qui vous voyez pour le rôle de l'Indien ?» Et je dis « Mark Dacascos ». Et les gens me disent « Il va faire le film ? Vraiment ? Vous lui avez proposé et il a accepté ?» C'est-à-dire que ce mec qui, 2 ans avant, personne ne voulait, à cause duquel j'ai dû me battre pour faire Craig Freeman, brusquement c'était devenu, je sais pas, la réunification des Beatles, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait ce truc, c'est là où on voit que le cinéma, c'est quand même un métier de dingo, quoi. C'est-à-dire un type dont personne ne veut, 2 mois plus tard, ah putain, incroyable, il va vraiment faire le film. Les gens étaient tous autour de la table, genre, comme si c'était, je veux dire, l'événement de l'année, quoi. Bah, je dis, bah oui, c'est un pote. Incroyable et tout. Alors, et c'est là où
Voilà, ça montre bien que ce qui s'est passé sur Crying Freeman a en quelque sorte permis au Pacte des loups de se faire. C'est-à-dire que les gens ont regardé Crying Freeman en se disant, bon, le mec qui peut faire ça, il va nous faire quelque chose d'assez étrange. Alors après, c'est vrai que pendant la préparation du film, je pense qu'ils essayaient d'imaginer ce que serait le film. Et le seul film en costume qui était sorti peu avant le tournage du Pacte des loups, c'était le Bossu, donc de Philippe de Broca. Et c'est vrai que leur réaction première quand ils m'ont demandé quel serait qu'on a discuté du casting, c'était on pourrait prendre Vincent Pérez, on pourrait prendre Fabrice Lucchini, Daniel Auteuil. Je dis mais vous voulez refaire le Bossu? C'est-à-dire que spontanément ils me proposaient les acteurs du Bossu. Et moi, je leur ai dit, non, moi, je vais plutôt des jeunes acteurs que j'ai vus dans le cinéma d'auteur, notamment le cinéma des frères Dardenne. C'est vrai que c'est pour ça que Jérémy Régnier et Émilie Dequesne se sont retrouvés à bord du film. Samuel Le Bihan, que j'avais vu dans Vénus Beauté Institut, que j'avais beaucoup aimé. Il y avait Vincent Cassel. Et puis après, j'ai dit, et puis on va mettre les vieux de la vieille. Jean-Yann, Stévenin, Hans Meyer, voilà, les bons gros acteurs de la génération d'avant, quoi. Et alors qu'eux voyaient plutôt un produit un peu conforme. Mais je crois que là aussi, c'était qu'est-ce que va être ce film, quoi. Et je crois que personne ne l'a su avant le premier jour de la sortie. Je crois que tout le monde balisait, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, j'ai fait le film d'une manière totalement libérée, décomplexée. Je vais vous dire, le film avait des tas de problèmes parce que c'était tourné en extérieur, qu'on affrontait la météo dans la montagne en plus. Bon, tout le tournage pour moi était comme une partie de plaisir. C'était vraiment cool. C'était super. Tous les jours, il y avait des animaux dressés, il y avait des chevaux, il y avait des loups, il y avait des trucs, c'était super, etc. Et j'ai jamais douté, j'ai jamais eu peur. Je me suis dit, bon, je vais faire ce film comme si c'était mon dernier. Je dis, au moins, je vais tout mettre dedans, à fond les manettes, et puis on verra bien ce qui se passe. Et je voyais bien que les gens paniquaient autour. Je voyais bien que les gens suaient. Une fois, il y a l'épouse d'un des producteurs que je connaissais pas, qui est passée sur le plateau. Elle m'a attrapé la manche comme ça. Elle m'a dit « Vous allez le tuer, vous allez le tuer !» Comme ça. Et j'ai compris qu'elle parlait de son mari. C'est-à-dire que l'état de stress était incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait cette femme que je ne connaissais pas, elle m'a dit « Vous allez tuer mon mari !» Et je disais « Bon, ok. » Alors moi, je faisais mon film, quoi. Et en fait, il y a eu le jour la soirée des chiffres. Et c'était un film assez long, ça. Il a fait plus de 300 000 entrées le premier jour en France. Donc c'était un carton. Il a fait 2 millions d'entrées la première semaine. Énorme carton. Et là, j'ai vu les gens se mettre à danser sur la table, quoi. Et là, j'ai compris, et c'était marrant parce que j'ai compris, donc, après tous ces longs mois pour fabriquer ce film, etc., j'ai compris l'état de panique dans lequel étaient tous ces gens. Et qu'enfin, ils pouvaient lâcher la pression. Le film était un succès. Ils allaient tous pouvoir garder leur place. Personne n'allait être viré. Et je suis rentré chez moi, et je peux vous dire, c'est la vérité, c'est la seule fois où le poids du film m'est tombé sur les épaules. Ça a été le moment du triomphe, en fait. Et je me rappelle, on a fêté ça sur les Champs-Élysées, et je suis rentré chez moi, j'habitais à l'époque près de la gare Saint-Lazare, je suis rentré à pied, et j'étais comme un somnambule, quoi. C'est-à-dire que je me disais, oh bon Dieu, si ça n'avait pas marché. J'ai eu à ce moment-là le contre-coup, le backlash de la réalité, qui m'a rattrapé à ce moment-là. Mais je ne l'ai jamais eu à aucun moment pendant la fabrication de ce film. Aucun. Jamais. Je me suis éclaté. La mise en scène, c'est quoi? C'est le choc, le compromis qui existe entre ce que tu as imaginé et ce que tu vas trouver sur le plateau, qui n'est jamais le cas. C'est simple, c'est comme ça. Surtout quand je travaille en extérieur. Moi, il y a des scènes entières que j'ai changées à cause du temps, à cause des animaux. Par exemple, je prends un exemple, la scène où la bergère descend dans le trou pour prendre le petit agneau qui est dans le trou. Au départ, l'agneau devait être dans l'eau. Et puis, les gens m'ont dit, il va trinquer, quoi. Si on met le petit agneau dans l'eau, il va avoir mal, quoi. Ah, j'ai dit, ah non, on ne va pas faire du mal au petit agneau. Donc j'ai dit, alors, il va être sur la terre ferme,
on va couvrir l'eau avec des feuilles mortes, et quand la fille descend, elle ne voit pas que c'est en fait inondé, et elle s'enfonce dans l'eau. Donc, par rapport à la scène qui avait été pensée au départ, où l'agneau et la bergère étaient dans l'eau, et où il n'y avait pas la surprise brusquement du trou d'eau, eh ben la scène est meilleure. C'est un bon exemple de ce qu'est la mise en scène. C'est-à-dire qu'un compromis va rendre souvent la scène meilleure, plus intéressante. Donc oui, surtout quand tu tournes en extérieur, tu ne sais pas ce qui va arriver. Moi, je tournais en montagne, il y avait des journées où j'avais le soleil, la pluie, la brume, la grêle, la neige. Et quand tu veux faire de la continuité entre ça, tu te dis, alors tu tournes le premier plan au soleil, puis boum, tout s'obscurcit. Ok, on refait le premier plan, tu le fais ciel couvert, puis brusquement il se met à pleuvoir. Tu dis, bon, on va appeler les camions-citernes, on va refaire le premier plan, et puis brusquement le soleil se relève à nouveau. Donc il y avait des jours où je tournais 2 plans, quoi. 2 plans. Mais c'est ça la mise en scène. Et c'est de maintenir, d'avoir la force suffisante, et l'énergie et l'enthousiasme pour que l'équipe te suive. Se disent pas, mais dans quel merdier on est, quoi. Tu vois, et en fait, voilà, tu es tout le temps en train de galvaniser les gens, de dire, moi, c'est pas grave, on va y arriver, on va trouver des trucs et tout ça. Et tu te tournes vers les producteurs qui sont là, en train de taper sur leur montre, comme ça, avec une tête défaite, et puis leur femme quelque part. Je veux dire, mais bon, c'est ça la réalisation. Si les gens croient que c'est se pointer les mains dans les poches, s'asseoir dans un fauteuil et dire aux acteurs « action », non. Enfin, en tout cas, pas pour faire le Pack des loups. Non, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est d'ailleurs pour ça que, sans doute, c'est une des autres raisons pour lesquelles le film n'a pas de descendance. C'est parce que c'est compliqué à faire. Il y a des gens, ils ne veulent pas aller là. Ils ne veulent pas faire ça. C'est pas leur truc. Moi, c'est mon truc, ok ? Plus c'est compliqué, plus j'aime ça. Alors c'est dangereux en même temps, parce qu'il y a un truc qui est que plus c'est compliqué, plus je suis content. Un producteur, c'est normal, lui, dans sa tête, tout doit bien se dérouler. Par exemple, sur le film, ils avaient prévu que le film soit tourné en 90 jours. Et comme le film était tourné que dans des lieux naturels, il était donc entendu que tout devait impeccablement se passer et qu'on prenait le week-end pour se déplacer de lieu en lieu. Parce que le film a été tourné dans un très vaste périmètre en France. Bon. Et donc, ok, moi j'aurais dit, j'y crois pas à votre plan de travail, ok ? J'y crois pas. Mais c'est comme ça. Ils m'ont dit, non, mais on coupe pas le script, machin, on reste et tout va marcher. Première journée, on doit tourner une scène avec Vincent Cassel. Vincent Cassel n'est pas là, parce qu'il est retenu sur le tournage des Rivières pourpres. C'est-à-dire que le premier jour de tournage, j'ai pas perdu une journée de tournage, j'en ai perdu 7. Parce que c'est un jeu de domino. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je peux pas tourner la première journée, tout se décale, et donc les moments où on doit voyager se décalent. Donc, en une journée, j'ai fait la performance d'en perdre 7. Tout était comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire ? À un moment donné, moi, je me suis mis des œillères et j'ai dit, je fais mon film, vaille que vaille. C'est pas de ma faute si Vincent était retenu sur les Rivières pourpres, qui avait eux-mêmes du retard, etc., qui était aussi un tournage compliqué. C'est comme ça. J'y peux rien. Donc après, ouais, machin, truc. Alors moi, je peux faire des compromis jusqu'à un certain point, mais il faut aussi que les compromis soient acceptés. À un moment donné, j'ai proposé des coupes dans le script. Parce que je leur ai dit, vous n'arriverez jamais à faire ce film en 90 jours. Jamais. Never. Et j'aurais donc proposé une version réduite du script. Elle m'a été refusée. Les gens m'ont dit, ah ben non, si tu coupes ça, le vendeur, là, il voulait cette scène. L'acheteur qui va distribuer le film dans ce pays, il voulait cette scène. Ah ben non, là, dans cette scène, il y a cet acteur qui est important pour tel territoire. Bon, ok, vous assumez, pas de problème. C'est comme ça. Donc c'est un jeu constant entre les désirs des uns et des autres, etc. Donc il faut dans ces cas-là avoir pas mal de sens de l'humour, être très décontracté, avoir un sang-froid en acier blindé. Après, il y a des réalisateurs qui pètent les plombs, qui partent en vrille, etc. Voilà. Mais bon, moi je sais que j'ai pris un gros pied à faire le film. J'étais dans ma parka, je m'amusais, et même s'il y avait de l'eau qui me tombait sur la gueule, je me disais c'est cool, je suis en train de faire un film impensable. Ça par contre je le savais. Chaque jour sur le tournage, je me suis dit,
c'est incroyable qu'on me laisse faire ça, quoi. Alors, et je pense que c'est des projets qui n'ont pas abouti, d'une part parce qu'ils étaient très complexes. Et comme je dis bien, moi, je préfère faire des films compliqués, étonnants, plutôt que de simplement faire un truc bidon. Voilà, je préfère rester chez moi, regarder des films ou à jouer, quoi. Non, c'est vraiment, c'est très con. J'ai pas fait beaucoup de films, j'en ai fait 5, mais c'est mes films à moi. Ils sont à moi. Okay, c'est des films que je revendique, avec leurs erreurs, avec leurs trucs. C'est mes films. Il n'y a pas de film de commande au milieu de tout ça. Alors, quand tu regardes certaines filmos, la moitié des films, c'est des films de commande, tu vois. Et tu le sais. Tu le sais parce que, bon, metteur en scène qui part en brillant sur un film, parce que moi, il devient un peu médiocre. Tu dis, bon, bah, celui-là, il l'a fait pour Chécos, quoi. Mais moi, je trouve que j'ai jamais arrêté de travailler. J'ai tout le temps travaillé. Oui, j'ai tout le temps travaillé sur des projets complexes. Et puis, quelque part, les gens, à cause du succès du Pacte des Loups, me voulaient sur ce genre de film. Quand on m'appelle pour faire Les Aventures de Bob Moran, quand on m'appelle pour faire Fantomas, etc., c'est parce que, quand on m'appelle pour faire Corto Maltese, c'est parce que les gens se disent, c'est le mec qui a fait le Pacte des Loups, il va pouvoir tenir ce truc. Et effectivement, le revers de la médaille, c'est que, eh ben, des fois, les astres ne sont pas alignés, et le film ne se fait pas. Et d'ailleurs, je tiens à dire une chose, tous mes films ont marché, et je ne saurais jamais si les films qui n'ont pas pu se faire auraient marché de la même façon. Parce que précisément, à un moment donné, quand les astres ne sont pas alignés, c'est peut-être le signe avant-coureur qui a une couille dans le potage, que ça va peut-être pas aussi bien marcher qu'on le croit. Il faut se dire ça aussi. Après, je te dirais, moi, ces films, je les ai tous vus, je les ai travaillés, j'ai fait des repérages, j'ai fait des storyboards, j'ai fait des artworks, j'ai des caisses entières chez moi remplies par tout le matériel que j'ai produit sur ces films. J'ai vu ces films, mais j'étais le seul dans la salle. Bah, ça vient d'où l'idée? Ça vient des gens qui voient que c'est un film qui continue à être projeté partout. Et quand je dis projeté, c'est-à-dire qu'il est diffusé à la télévision, partout. C'est-à-dire que le film n'a jamais cessé depuis 20 ans d'être projeté dans tous les pays du monde. Il tourne en continu sur les chaînes de télé du monde entier. Je le sais pour une simple raison, c'est que je touche des droits sur le film et que tous les mois, je reçois une liste longue comme ça de toutes les diffusions du film. Donc je sais très bien qu'en Corée, en Hongrie, en Pologne, en Pérou, le film il est projeté tout le temps. Donc à un moment donné, il y a l'évolution du matériel technologique sur lequel les gens regardent la télé. Et puis à un moment donné, comme il n'a jamais existé de copie HD de ce film, ça a toujours été une copie standard, une copie faite pour un DVD, mais jamais pour le Blu-ray, ben on est passé directement de la copie standard à une copie 4K, faite à partir du négatif original, ce qui est un luxe étonnant. C'est-à-dire qu'on a en quelque sorte refait la post-production du film. Quand je dis refait, on a refait la post-production, mais on n'a pas changé le film. Pour moi, il est hors de question d'altérer le film que les gens ont aimé. C'est leur film à eux maintenant. Moi, je l'ai fait, je suis le dépositaire des histoires de ce film. Je peux te raconter 200 000 anecdotes, mais ce film ne m'appartient plus, il appartient aux gens qui l'aiment. Donc pour moi, il est hors de question d'aller tripatouiller le film, simplement parce qu'aujourd'hui, je ne le ferai pas de la même façon. Ou c'est vrai que je ne le ferai pas de la même façon. C'est vrai qu'aujourd'hui, certainement, il y aurait moins de cuts de montage, tu vois, par exemple. Mais simplement, je me dis, le film, il a été aimé comme ça, il a été fait à une certaine époque, dans un certain environnement stylistique. À l'époque, il y avait des films qui sortaient comme Dernier Mohican, qui a eu une importance pour ce film, The Rock, de Michael Bay, qui a eu aussi une importance technique sur ce film, notamment au niveau du montage. Mais je voulais pas le changer. Donc je ne l'ai pas changé. Mais par contre, on a mis le film sur un support qui lui permet de montrer toutes ses forces. Tous les détails, les textures, les costumes. C'est incroyable. Quand on voit le film en 4K, on se dit « Waouh, c'est vraiment... c'est luxueux, quoi. » Et puis, il y a le Dolby Atmos qui donne au film une amplitude. Alors, c'est les mêmes mixeurs que le film original. J'ai repris les mêmes. Donc, ils ont refait la même chose à partir des mêmes éléments, sauf qu'on a décuplé l'impact sonore du film. Pour simplement répondre à ce que les gens ont l'habitude de voir aujourd'hui dans les salles. Mais le film, on l'a transposé sur un support qui est beaucoup plus performant. Maintenant, c'est le même film. Beaucoup de gens viennent me voir en disant « Mais les effets spéciaux, vous les avez forcément refaits, ils sont vachement mieux. » Non, ils ne sont pas mieux, ils sont simplement bien étalonnés. Ce que je n'avais pas pu faire à l'époque. On a reçu les plans en retard. C'était les débuts de l'étalonnage numérique.
on travaillait dans des conditions pénibles. La Bête n'a jamais été très bien étalonnée dans le film original. Là, La Bête est parfaitement étalonnée. Alors les gens me disent « Ah, mais elle est vachement mieux qu'avant !» Ben non, c'est pas qu'elle est mieux qu'avant, elle est mieux étalonnée. Avant, elle tirait un peu sur le vert. Avant, elle tirait un peu sur le magenta. Maintenant, elle est exactement conforme à l'environnement. C'est-à-dire qu'on a pu faire l'étalonnage des éléments composites pour les images d'effets spéciaux parfaitement. Donc c'est pour ça que La Bête, elle est mieux, ouais, elle est mieux. Mais elle n'est pas changée, c'est la même. C'est la même, j'ai rien demandé à quiconque. On n'a pas effacé un truc, on n'a pas... Non, c'est simplement les mêmes éléments, mais simplement mieux étalonnés, avec plus d'attention que je pouvais me le permettre à l'époque. Moi, je suis abonné aux plateformes, je regarde ce qui se fait. Évidemment, il y a des films que je n'ai pas envie de voir chez moi à la télévision. Par exemple, je vais vous dire une chose, je n'ai jamais regardé Roma, je n'ai jamais regardé Vieille Richman. Parce que j'attends de les voir en salle. Je les verrai peut-être dans 10 ans à la Cinémathèque, un soir, il y aura une projection de ces films-là, je les verrai enfin dans les conditions qui permettent de respecter ces films-là. J'irai jamais regarder chez moi un film, j'irai jamais découvrir chez moi un film de Stanley Kubrick ou je sais pas, de Terrence Malick. À un moment donné, il faut être clair, quoi. Je veux bien regarder sur une plateforme un film d'action thaïlandais que de toute façon j'aurais vu comme ça, voilà, ou peut-être par chance dans un festival. Mais je ne vais pas regarder le dernier Scorsese ou Roma chez moi en me disant tiens, je vais mettre en pause, puis je vais aller me servir un verre, machin. C'est des films qui demandent une immersion. Donc pour moi, ça c'est d'abord la limite de faire du cinéma sur les plateformes. C'est-à-dire que des fois, les films ne sont pas adaptés pour être vus sur une plateforme. Je suis content que ces films existent, hein, mais je préfère me réserver pour le moment où je les verrai dans une salle. Je sais qu'un jour je les verrai dans une salle. Je m'en fais pas. Ils sont déjà été projetés dans des salles. J'ai des amis à moi qui l'ont vu lors de projections spéciales. Mais donc pour moi, les plateformes, c'est d'abord des séries télé. Pendant le confinement, comme tout le monde, j'ai découvert les plateformes. Je me suis tapé les 6 saisons de Bosch sur Amazon Prime. J'ai adoré Bosch. Bosch, c'est pas un machin qu'on souhaite voir sur un grand écran. C'est une série, au contraire, qui joue une espèce de réalisme cru dans la mise en scène. On dirait presque que c'est capté par des caméras de surveillance de parking, quoi. Mais la puissance dramaturgique, la force narrative de Bosch fait que c'était parfait. Lors du premier confinement, je me mettais devant ma télé et je m'enquillais carrément 5 ou 6 épisodes de Bosch à la suite, quoi. Voilà, c'était... Donc il y a ça. Donc moi, quand je mets Netflix ou je regarde Kingdom, je regarde All of Us Are Dead, je regarde des séries coréennes, je me dis, ouais, ça c'est cool. Voilà, donc si tu veux, mais bon, je suis un spectateur particulier. Donc pour moi, faire un film à grand spectacle, très fort, qui nécessite une énorme énergie pour finalement le coincer sur une plateforme, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et puis je vois très bien que l'évolution des plateformes, elle pousse vers une ultra-localisation. Au début, les plateformes avaient tendance à vouloir faire des choses un peu étonnantes, un peu ambitieuses. Et plus on avance, plus je vois que c'est Emily in Paris qui va l'emporter, quoi. Non, mais je dis ça sans mépris. Simplement, j'ai l'impression qu'ils se disent, bon Netflix France, ils se disent, on va faire du local, quoi. Du franchouillard. C'est là où ça se passe, hein. Quand est-ce j'en parlais avec un pote récemment, je lui disais, j'ai regardé les 3 saisons de Succession, et je me disais, quand est-ce que la dernière fois j'ai vu un film qui a cette puissance, qui a la puissance de la première saison de Succession? Le Loup de Wall Street, sans doute, hein? Ouais, ça fait un moment maintenant, hein. Voilà, c'est-à-dire que quand je vois la puissance quand je regarde Euphoria, je me dis, mais c'est quand la dernière fois que j'ai vu ça au cinéma? Jamais. Ok, jamais. Euphoria, c'est juste un chef-d'œuvre. Moi, c'est sous la forme
Voilà, puis je peux parler comme ça de grandes séries. Évidemment, The Young Pope. Voilà, quand j'ai vu ça la dernière fois, ben, j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai jamais vu 10 heures, comme ça, 10 heures de télé qui en même temps est incroyable. Et il y a du style là-dedans, il n'y a pas seulement de l'écriture, il y a du style, il y a du coffre, quoi. Bien sûr, hein, ça serait très inconsidéré. Comme j'ai dit en préambule au début de cette interview, pour moi, ce qui est important, c'est que ma culture personnelle, elle embrasse le cinéma, mais également la littérature, le jeu vidéo, la bande dessinée, la japanime, les séries télé. C'est-à-dire que moi, j'essaye simplement de voir ce qu'il y a de mieux qui se fait dans ces différents médias pour peut-être demain me servir, me dire, tiens, voilà, cette direction, elle est bonne. Pour moi, Euphoria fait partie des vraies expérimentations actuelles en termes de narration et en termes visuels du cinéma américain. Okay, je pense que Sam Levinson, comme Ari Aster, par exemple, avec Midsommar, font partie de mes héros d'aujourd'hui. Ces mecs-là travaillent le cinéma du futur. C'est clair. Même si j'appartiens à une génération qui a aimé Romero, Cronenberg, Argento, machin, je vois très bien qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont la vérité. C'est eux qui tiennent un véritable discours sur le devenir de l'image animée, quelle qu'elle soit, et c'est eux qui vont dans la bonne direction. Voilà. Je suis un cinéphile, et en même temps, je ne suis pas un nostalgique. C'est-à-dire que je passe ma vie à regarder des vieux films, mais en même temps, j'adore, quand je vois aujourd'hui quelque chose de neuf, quelque chose qui respire le talent, mais également l'audace, bah évidemment, je vais pas cracher dans la soupe. Voilà. Moi, Euphoria, la série Euphoria, les 2 saisons, je les ai regardées 3 ou 4 fois, complètement, quoi. Voilà, chaque fois, ça m'amène ça m'oblige à revoir mes logiciels, quoi. Ça m'oblige à me dire, ah ouais, ça peut marcher comme ça aussi. Waouh! Voilà. Et très certainement, en ce moment, je travaille sur des projets et il y aura très certainement l'influence de Midsommar ou de Euphoria dans ces projets. Ça serait inconsidéré de ma part de ne pas l'avouer. Il est clair que ça me fait réfléchir. Je réfléchis aujourd'hui beaucoup plus, voilà, sur ces objets faits par des jeunes cinéastes que sur certains vieux cinéastes que j'ai pu aimer il y a 30 ans et qui aujourd'hui sont un peu en pré-retraite, quoi. Ils n'amènent plus grand-chose, je ne vais pas dire des noms parce que je ne veux pas être méchant, mais bon, il y en a, c'est un peu la fin des haricots, quoi. Je les respecte, souvent certains sont d'ailleurs des amis à moi. Et au fil des années, j'ai été journaliste moi aussi avant, je les ai rencontrés, je les ai défendus, etc. J'ai souvent, parfois, fait la première interview de leur carrière. Je dis bien, je cite personne, mais les gens reconnaîtront de qui je parle. Mais voilà, si les gens connaissent mon passé de journaliste, ils sauront très bien de qui je parle. Mais aujourd'hui, sincèrement, voilà, c'est bon. Je préfère regarder le travail de Sam Levinson, d'Ari Aster. Voilà, eux, c'est les bons d'aujourd'hui. Si aujourd'hui je faisais une revue de cinéma, c'est eux dont je parlerais. C'est eux que j'irais voir, c'est eux que je défendrais. Je travaille sur 2 adaptations de jeux vidéo, un nouveau Silent Hill, et puis une adaptation d'un jeu qui en France s'appelle Project Zero, mais qu'on connaît aussi sous le nom de Fatal Frame, qui est l'histoire d'un appareil photo qui permet de photographier les fantômes. Ça, je dirais que c'est l'idée basique, formidable d'ailleurs, le gimmick du jeu, mais c'est un jeu qui va beaucoup plus loin que ça. Et voilà, donc je travaille sur ça. Voilà, c'est ce sur quoi j'ai envie de travailler. Je me dis, ça a le bon format, ça a le bon truc. Parce qu'évidemment, on est obligé aussi de regarder l'état de l'industrie autour de nous, suite aux 2 années de pandémie. Ça a quand même impacté sévère là-dedans, hein. Donc on est obligé de se poser la question de, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, dans les conditions d'aujourd'hui, avec le public qui a été largement amputé, hein, en partie, hein, par la pandémie, par la peur en tout cas du Covid. Donc on est obligé de se poser ces questions-là, de mettre tout à plat, d'être voilà, calme, réfléchi, et puis de se dire, voilà, est-ce que ces projets peuvent me permettre de participer, je dis bien participer, c'est le grand mot, de participer à l'évolution
du langage cinématographique et en général de la pop culture telle qu'elle se fait aujourd'hui. Pour un public qui est un public jeune et qui est un public qui est parfaitement au courant de ce qu'il a envie de voir et de ce qu'il n'a plus envie de voir. Ah oui, je redémarre à zéro. En même temps, ça va dans le sens du jeu, puisque la franchise Silent Hill, il y a finalement très peu de jeux qui se répondent entre eux. C'est généralement c'est plutôt une anthologie, hein, Silent Hill. C'est un peu Twilight Zone, quoi. C'est-à-dire que la ville et certaines créatures constituent le fil rouge, mais en général, on est face à des histoires séparées. Et oui, donc mon idée, c'est une nouvelle histoire, des nouveaux personnages qui utilisent la ville de Silent Hill dans le respect le plus total, je dis bien, de ce que les concepteurs géniaux avaient imaginé, mais fait pour un public, qui parfois n'a même pas vu le premier film. Hein. Le premier film, il a déjà 15 ans. Je vais sans doute me retrouver face à un public qui n'aura pas vu le premier film, et tant mieux d'ailleurs, c'est ça qui m'excite. Hein. Ce qui m'excite, c'est de me dire, il y a un nouveau public là, qui a d'autres points de référence, qui a vu des choses différentes, etc. Et tant mieux, je veux dire. Moi, je travaille pour le public, je ne travaille pas pour moi. Je travaille pour moi, évidemment, pour le plaisir que j'éprouve. Mais je travaille pour le public. Je fais des films pour qu'ils soient vus. J'ai la chance d'avoir fait des films, j'en ai fait pas beaucoup, ils ont tous marché. Donc je dis, tant mieux, je vais continuer comme ça. Mais aussi parce que, je fais des films en me disant, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça touche un nerf, Et puis le jour où je m'apercevrai que je n'arrive plus à être en adéquation avec le public, je me retirerai sur mes terres, comme on dit, et puis je passerai mon temps à jouer, à regarder des films et des feuilletons, et à lire enfin les séries de manga que j'ai pas eu le temps de lire. Non, mais c'est vrai, la vie c'est ça. On a la chance d'être dans un pays tranquille, il faut autant en profiter, il y a un moment... C'est mon plan pour les années à venir. En tout cas, j'ai ces deux projets-là qui seront donc faits avec Metropolitan et Victor Hadida, donc le frère de Samuel, avec lequel j'ai fait la plupart de mes films, et qui prend la relève. Voilà.